Bien, merci d'avoir persévéré et d'être resté avec nous pour cet après-midi qui est non moins intéressante que la précédente, je peux vous le garantir. Et nous commencerons par une présentation de Jacques Hayesh, professeur des universités, Université de Strasbourg, professeur à l'école de biotechnologie de Strasbourg. Vous avez contribué aux travaux de l'Institut Méhari au CHU Saint-Louis à Paris sur l'utilisation des biotechnologies dans le traitement du cancer. Vous avez été délégué scientifique ARS de 2009 à 2013 et membre du groupe de travail sur l'évaluation des unités multidisciplinaires. Vous allez maintenant nous présenter l'écosystème de l'évaluation de la recherche et ses responsabilités dans la fraude scientifique. C'est à vous. Donc je commencerai juste par un point. En fait, je remercie Emmanuel de m'avoir invité. J'ai deux probablement légitimités. Une, c'est en tant que biologiste de connaître en fait les mécanismes d'assoupissement postprandial. Et l'autre point, c'est de travailler depuis un certain nombre d'années avec Claude Forest, qui vous a fait la présentation ce matin. Et ce sera une sorte de présentation miroir dans lequel, par rapport aux faits qu'il vous a présentés, c'est d'essayer de les modéliser pour voir vers où ça va et de donner une sorte de cadre qui permet de réfléchir sur les conséquences éventuelles d'un tel écosystème et des pressions que l'on reçoit à l'intérieur de cet écosystème tel que ça a été souligné aussi par Joël Alno ce matin. En faisant ça, je fais une approche métaphorique qui, la dernière fois que j'avais présenté ça, je ne le savais pas, mais qui est l'approche en fait développée entre autres par Paul Ricoeur. Paul Ricoeur qui a été, à ma connaissance, un des premiers présidents de Paris-Nanterre. Donc la boucle est bouclée. Dernier point, le titre n'est pas de moi, mais des organisateurs. Alors, je voudrais en fait cheminer avec vous, éventuellement en 3 temps, sauf si je suis coupé après le premier temps. Donc, la première chose, ce sera d'essayer de voir comment l'évaluation se compare à une pression de sélection. Et d'une certaine manière, je vous fais le résumé tout de suite, vous pouvez dormir après, de ma conférence, et comment en fait cette pression va induire comme stratégie de survie des inconduites scientifiques. Ensuite, de montrer que selon le type de critères qu'on utilise et en prenant les critères de notoriété de l'HCERS, comment on peut sélectionner un certain type de personnalité qui est plus le travail d'un livre, et en m'inspirant beaucoup du travail du livre de Bruno Lemaître, qui a été présenté aussi par Claude. Et puis ensuite, j'essaierai de vous présenter un texte de Léo Szilard, qui est un physicien qui faisait partie du projet Manhattan et dont le hobby était de faire en fait des nouvelles de science-fiction. Et il avait décrit en 1962 l'ANR et les conséquences de l'ANR sur la science. Alors, ma première diapositive, ça va être justement de définir de manière aussi simple que possible en fait, cet environnement où le chercheur évolue, donc cet écosystème du scientifique, qui a été schématisé ou modélisé à partir de la loi LRU de 2007 comme un espace à 4 dimensions dans lequel il y a des stratèges, des opérateurs, des évaluateurs et des financeurs. Le but de la loi, en fait, était dès le départ de séparer financeurs, opérateurs et évaluateurs pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. La stratégie devait être faite par un haut conseil scientifique qui est resté peu opérationnel et qui a donc été remplacé par une nouvelle forme en fait, d'alliance. Ça s'appelle justement les alliances. Et donc, c'est les alliances telles Avisan pour la biologie, mais d'autres alliances qui rassemblaient un certain nombre en fait, d'institutions de recherche, qui rassemblent toujours institutions de recherche, qui ont pris le rôle de ce que aurait dû être en fait, ce haut conseil scientifique directement associé à Matignon et au Premier ministre. Les opérateurs, c'est à la fois les institutions et les universités.
Les évaluateurs, c'est au moins l'ANR, l'HCERS, mais c'est tout système qui fait un appel à projet avec, pour l'HCERS, une évaluation a posteriori et pour l'ANR, j'y reviendrai, une évaluation a priori. Et pour les financeurs, on en a toute une horde qui va en fait pratiquement des municipalités jusqu'à l'Europe et au niveau international, avec l'État en premier point, mais des associations de patients, Téléthon qui commence demain, la Ligue par exemple contre le cancer, un certain nombre en fait de régions et puis les appels d'offres au niveau européen. Cet écosystème et ces acteurs au niveau de l'écosystème vont exercer un certain nombre de pressions sur les scientifiques au départ joyeux. Et pour faire le plus simplement possible, ces pressions sont exercées pour inciter en fait ces scientifiques à travailler d'une certaine manière. Au niveau des stratèges, on définit ce qu'il faut faire. Donc, il y a une certaine perte d'autonomie du scientifique dans sa capacité à mener une recherche totalement indépendante. Au niveau des opérateurs, c'est comment le faire. Il faut passer par un certain nombre de bonnes commandes en aller-retour pour avoir en fait le produit qui permettra de faire la manip, mais qui vient d'être déjà faite par le laboratoire à côté. L'ANR, pourquoi le faire? Et les financeurs, avec qui le faire, puisqu'une des volontés des financeurs est un retour sur investissement permettant une meilleure valorisation. Donc, on a placé simplement, de manière schématique, si on veut, mais les différentes forces de cet écosystème et la manière dont ils agissent sur les scientifiques. Le but de cette présentation et de ce schéma, c'était de montrer que ces différentes pressions de sélection s'exercent de manière synergique, concomitante et pas indépendante les unes des autres. Il serait donc en fait à peu près impossible d'avoir une solution qui ne concerne qu'un bout de cet écosystème et pas une réflexion sur l'ensemble de l'écosystème. Donc à partir du moment où on a un écosystème, on a des acteurs dans cet écosystème qui sont les scientifiques, on a la pression de sélection, elle va s'exercer à travers une évaluation. Cette évaluation, comme on l'a dit, se fait à travers des comités d'évaluation d'HCERS ou d'ANR avec, il faut bien avoir à l'esprit, l'évaluation a posteriori, on regarde si vous avez bien travaillé au niveau HCERS, par rapport à une évaluation a priori. L'évaluation a posteriori est très similaire à ce qu'on appelle la pression de sélection dans les théories de l'évolution. On a une diversité de chercheurs, ils travaillent, et le comité HCERS vient et regarde si vous avez un niveau d'aptitude à survivre dans le contexte scientifique ou dans l'écosystème scientifique. À l'ANR, on a une évaluation a priori que je compare plus à un projet parental qui va être mené à terme ou pas. Si l'on regarde en fait ces pressions de sélection a posteriori pour l'HCERS, elles se déclinent autour en fait maintenant de 3 critères, mais qu'on peut redécouper comme il y avait 2-3 ans sous forme de 6 critères, qui sont les critères 1, 2, 3 de production, soit au niveau de sa réputation ou de sa notoriété, soit au niveau en fait, des productions d'articles, d'expertise, etc., soit au niveau de valorisation en termes de brevets ou de création de richesse à partir de sa propre recherche. Un critère d'impact dans la formation, un critère de vie de laboratoire dans lequel est distinguée la manière dont la gouvernance du laboratoire se fait, mais aussi en fait la manière dont la politique intégrité du laboratoire est prise en compte, enfin l'intégrité scientifique dans le laboratoire est prise en compte, et une politique parité. Et puis, en fait, une stratégie, non pas une présentation de projet, mais la mise en place en fait d'une stratégie de projet pour voir a posteriori si cette stratégie de projet est en cohérence avec ce qui a été fait avant. Dans le cas de l'ANR, on est plutôt en fait sur 2 équipes qui vont proposer un projet parental, donc parce qu'il y a un lien nettement affectif quand on fait un projet de recherche et qu'on le présente à l'ANR. Et en fait, on se pose la question,
quand on reçoit les résultats, de savoir si les résultats obtenus, à savoir un des projets n'est pas accepté, l'autre projet est approuvé, si cela dépend de la qualité du projet ou de la qualité, entre guillemets, de l'équipe ou de la représentativité de l'équipe ou de l'existence du réseau de l'équipe plus ou moins représenté au niveau des comités de sélection. Donc, si je reviens maintenant et je continue cette métaphore avec la théorie de l'évolution pour essayer d'expliquer ou de comprendre d'où vont venir en fait les inconduites scientifiques, les théories de l'évolution sont basées globalement sur 3 mécanismes. Il faut qu'on ait en fait une génération de la diversité dans une population. Il faut que sur cette diversité, on ait un certain nombre de mécanismes de sélection qui va s'exercer par le fait de répondre ou pas à un certain nombre de critères d'aptitude. Et il faut que ces caractéristiques qui ont été sélectionnées puissent être en fait héritées ou héritables. Donc, par rapport à ce qui a été dit ce matin sur l'intégrité, on a effectivement au niveau de la population des chercheurs, on génère normalement une diversité de chercheurs. Cette diversité est sélectionnée à travers les évaluations et normalement, on transmet à travers une culture de recherche les caractéristiques qui ont été sélectionnées. Je reviens à l'intégrité. À partir du moment où un individu ou un mentor n'est pas intègre, on peut se poser dans quelle mesure il va faire hériter ses élèves de sa caractéristique à passer la ligne rouge de l'intégrité, c'est-à-dire à trouver normal qu'il y ait des inconduites scientifiques. Et donc, il y a une réflexion, je pense qu'on devrait aussi avoir, c'est de voir dans quelle mesure, quand on regarde en fait les manquements à l'intégrité, ces manquements à l'intégrité relèvent simplement d'individus ou sont en fait le résultat d'une organisation en fait, de l'écosystème et de la possibilité aussi, à l'intérieur de communautés de recherche, de se passer une culture globalement de l'inconduite scientifique, en disant il y a un certain nombre d'inconduites en fait, qui sont acceptables et une communauté va considérer que ces inconduites sont acceptables. Dans la génération de la diversité, il y a une autre question qu'on se pose, que se posait aussi Darwin, soit cette diversité est préexistante, c'est-à-dire là, j'ai représenté en fait des crayons, mais imaginez une diversité de chercheurs. Le comité HCERS arrive, c'est le taille-crayon, et il va en fait sélectionner le crayon qui correspond aux critères de ce comité. Non seulement le critère en termes de processus éventuellement d'évaluation, mais aussi il y a une partie subjective qui est est-ce que je suis en fait en empathie, en compassion, est-ce que j'ai un lien ou pas? Ça peut être un lien qui n'est pas nécessairement un lien d'intérêt avec l'équipe que je regarde. On peut, alors ça, c'est ce qu'on a dans les théories darwiniennes, c'est-à-dire on considère que la diversité se fait au hasard et préalablement à la sélection, et qu'elle existe préalablement à la sélection. On peut imaginer en fait ce qui se rapproche plus des idées lamarckiennes, entre guillemets, c'est-à-dire donc là ici on élimine des possibilités préexistantes dans le choix d'une pression de sélection. Dans l'autre cas, imaginez en fait un punk et une gothique qui se rencontrent, il y a une probabilité extrêmement faible qu'ils forment un couple, ils le forment et ils vont donner en fait un couple pratiquement normal de retraités. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à partir d'une rencontre presque improbable, s'est ouvert de nouvelles possibilités. C'est-à-dire que la diversité a été générée par la rencontre et n'a pas été préexistante au départ. Donc la question qui se pose en fait en termes scientifiques, c'est est-ce qu'on est un bon chercheur de manière innée, indépendamment du contexte dans lequel on est, ou est-ce qu'on est un bon chercheur qui dépend aussi du contexte dans lequel on est? Or, ce type de réflexion ou de critère dans l'évaluation n'est pas, pour l'instant, facilement pris en compte et
dans les processus d'évaluation en fait, audités, et quand on a le comité de scientifique en fait, d'évaluation au niveau de l'HCERS, ce type de question n'est pas totalement, enfin n'est pas abordé, parce que ça demanderait en fait effectivement un travail, ça demanderait en fait le fait de se dire est-ce que les chercheurs dans un laboratoire donné ont-ils les meilleures possibilités de faire la meilleure recherche, quelles que soient les définitions qu'on met en fait derrière meilleure recherche. Donc on a ces deux idées, soit l'élimination, lors de l'évaluation, élimination de possibilités préexistantes, soit création de nouveaux possibles, ce qui nécessiterait dans le cadre de l'évaluation d'avoir un accompagnement. Le deuxième point, alors je passerai vite, c'est que dans les théories de l'évolution, on les distingue, même si c'est un peu schématique, entre Darwin et Kimura. Kimura, c'est la théorie neutraliste de l'évolution, c'est-à-dire une évolution dans laquelle il y a une très forte pression de sélection versus une évolution dans laquelle la pression de sélection est relativement faible. En m'avançant probablement, en pouvant être contredit dans les années à venir, les branches qui ont survécu à l'évolution, c'est celles qui semblent avoir été celles où la pression de sélection a été plutôt faible que sur des branches où la sélection a été extrêmement forte. Là où on a une pression de sélection extrêmement forte, selon les cinétiques de génération de la diversité, on va en fait diminuer énormément la diversité. Et il est probable que quand on diminue énormément la diversité, à ce moment-là, eh bien, le système ou l'espèce soumise à une très forte en fait, pression de sélection disparaît. Actuellement, à cause que ce soit à l'ANR ou d'une certaine manière à l'HCERS ou dans les institutions avec des niveaux de quotas extrêmement faibles, on est plutôt dans une évaluation de type darwinien, donc qui implique une très forte pression de sélection. Et on est implicitement dans une sélection dans laquelle on considère que le chercheur est bon, indépendamment de son contexte. Un des critères qu'on a vu, c'est la production, parmi les 6 critères, mais un des critères individuels importants est la production. Et c'est une production quantitative, même si actuellement, on dit qu'il faut aller plus vers le qualitatif et que ça a été effectivement un leitmotiv à l'HCERS depuis 2009. Une des manières de compenser cette pression, en biologie, on a ça en fait en physiologie cardiaque ou dans un certain nombre de physiologies systémiques. Quand on est soumis à une pression, on va compenser. Donc une des manières de compenser, c'est d'augmenter le nombre d'auteurs par publication. On s'arrange pour en fait publier de plus en plus en renvoyant l'ascenseur à une autre équipe en disant tu me mets sur ton papier et je te mets sur mon papier. C'est ce qu'on voit au cours des 20 pratiquement dernières années, c'est-à-dire une augmentation progressive du nombre de papiers, du nombre d'auteurs par papier et une augmentation effectivement un peu progressive du nombre de papiers par auteur. Après, si on renormalise ça, on est plutôt sur une courbe qui descend en nombre de papiers, si on veut normaliser par nombre d'auteurs. Alors, on peut compenser jusqu'à un certain moment. Au niveau cardiaque, quand on s'aperçoit quand on devient de plus en plus âgé, que nos artères deviennent de plus en plus rigides, ben, le cœur essaie de battre de plus en plus fort ou de donner plus de force pour éjecter le sang. Jusqu'à un moment donné où on décompense. Donc, si la décompensation, ça va être en fait les stratégies de survie, où on passe en fait une certaine étape pour répondre à cette pression. Si on regarde ces différentes pressions, la pression du publish or perish, on va essayer de multiplier le nombre de papiers par toutes les formes de plagiat qui ont été effectivement décrites ce matin, ou aller acheter des signatures dans un article. C'est-à-dire qu'on a des sites web dans lesquels, en fait, on donne 1 000 €, vous signez un papier qui sera dans un journal d'impact factor 3 ou 4, 2 000 €, 5 ou 6, et à partir de 6 à 7 000 €, vous pouvez avoir des impact factors à 10. Sur l'ANR, comme disait Claude ce matin, on ressent une injustice et on la corrige par une autre injustice. Et
on a une remise en cause de son estime de soi, avec toutes les formes de modification ou fabrication de données. On est dans une sorte de zone grise. Évaluation par les pairs, une des manières de contourner et d'avoir une stratégie de survie, c'est de noyauter la communauté des pairs, et se met en place en fait des créations de communautés et des phénomènes de clientélisme, tout ce qui est en fait les revues fausses telles qu'elles ont été décrites, toutes les formes de conflits d'intérêts dans lesquelles je peux agir ça. Si on prend, j'ai pris simplement PubMed et j'ai regardé en fait quels étaient dans les 40, pas tout à fait 40 dernières années, mais 20 dernières années, le nombre de papiers qui étaient rétractés ou corrigés, en prenant simplement retracted ou corrigendum dans le titre. Vous avez cette courbe que j'interprète de la manière suivante. Pendant un certain nombre d'années, on compense, donc on multiplie le nombre d'auteurs, etc. Et puis à un certain moment, il y a décompensation du système. Et donc le nombre de papiers, ce qui m'a étonné quand j'ai fait cette analyse, c'est d'avoir en fait cette cassure dans la courbe, et tout à coup, à partir de 2015, une augmentation. Alors ce n'est pas simplement en France, c'est... Ah oui, moi j'ai 17 minutes. Bon. Donc on retrouve en fait les typologies de Corvol, de Pierre Corvol sur dans les inconduites scientifiques, ce qui correspond exactement en fait à donc cet aller-retour entre inconduite scientifique étant des stratégies de survie dans l'écosystème extrêmement sélectif. Ce papier, The Natural Selection of Bad Science, a analysé en fait ce problème dans deux disciplines, la sociologie et les recherches cliniques, et a montré en fait que, si on regarde la puissance de calcul, la puissance statistique qu'on trouve dans les papiers, soit en socio, elle n'a pas augmenté. C'est-à-dire que les laboratoires, d'une certaine manière, se placent dans des conditions où les chercheurs, de telle sorte que le design de leur expérience est fait, même implicitement, pour augmenter le nombre de faux positifs. Puisque c'est les faux positifs, c'est les résultats positifs qu'on va publier. Donc on peut s'arranger pour augmenter le nombre de faux positifs, soit à travers en fait, le test statistique classique student et le p-valeur, mais pas simplement ça, en augmentant le bruit dans la génération des données, en particulier en biologie, qu'on fait. Donc plus on a de bruit, plus on a de chances en fait, d'avoir des faux positifs et de pouvoir publier en fait, une histoire. Et donc ça conduit, quand on simule en fait, ce système, à montrer qu'effectivement, dans 80% des résultats sont compatibles avec le fait qu'ils ne pourront pas être reproduits parce que c'est des faux positifs. Et on retrouve en fait les résultats qu'on a en biologie, qui est entre 70 et 80% des papiers ne sont pas ou sont difficilement reproductibles dans un autre laboratoire. Et on est à des chiffres beaucoup plus importants que ceux qu'on a comme papier corrigé ou comme papier en fait rétracté. Alors j'avais les deux autres points, mais je vais les passer. Je voudrais juste vous montrer en fait ce que j'ai trouvé. Je terminerai sur cette diapositive si j'ai le temps. Donc Léo Szilard, je vous parlais en fait, écrivait en 62, il est mort peu après, il écrivait en fait des nouvelles de science-fiction. Dans cette nouvelle, qui s'appelle la Fondation Marc Gabel, dans un livre qui s'appelle La Voix des dauphins, qui a été édité chez Desnoël. L'histoire est la suivante, pour placer le contexte, et je vous laisserai lire, ou je vous lirai en fait le dernier paragraphe, je vous donnerai. C'est une start-up qui se dit je vais vendre à des malades la possibilité de se faire cryogéniser et donc d'être en stase en attendant que la science est suffisamment avancée pour les guérir ou les soigner. Donc ça marche très bien. Et alors c'est intéressant parce que c'est écrit en 62, mais la start-up existe, a été vraiment mise en place 30 ans plus tard, si je m'abuse, vers les années 90. Et dans sa nouvelle, le PDG de la start-up dit c'est bien que la science avance, mais chaque fois qu'elle avance, en fait, elle me fait dégeler des clients, et donc je gagne moins d'argent. Donc la question, c'est comment puis-je faire pour en fait ralentir la science ? Et
ses conseillers lui disent c'est assez facile, hein, ça me paraît évident, on va faire une fondation qui va proposer des appels d'offres aux jeunes chercheurs impécunieux avec un budget de 250 millions d'euros à peu près. Et qu'est-ce que ça va faire? Et alors la personne dit, mais en faisant ça, pourquoi ça va ralentir la science? Et donc c'est ce que j'ai mis en gras au départ. Cela me paraît évident, dis-je. D'abord, les meilleurs savants seraient enlevés à leur laboratoire et passeraient leur temps dans les comités à transmettre des demandes de subventions. Ensuite, les travailleurs scientifiques impécunieux s'appliqueraient à résoudre des problèmes fructueux qui leur permettraient presque certainement des résultats publiables, donc des résultats positifs. Il est possible que la production scientifique s'accroisse énormément pendant quelques années, mais en ne recherchant que l'évident, la science serait bientôt tarie, elle deviendrait quelque chose comme un jeu de société. Certains sujets seraient considérés comme intéressants, d'autres non. Il y aurait des modes. Ceux qui suivraient la mode recevraient des subventions, les autres non. Et ils apprendraient tous bien vite à suivre la mode. 1962, création de l'ANR en 2005-2007. Y a-t-il des questions? Moi, j'aurais peut-être une petite question, une petite réflexion. En 2007, à l'École normale supérieure, Yves Langevin, qui était alors en charge de la section planétologie et univers lointain du CNRS, avait fait une conférence très intéressante sur les pratiques d'évaluation, au sujet desquelles il émettait un certain nombre de critiques très pertinentes. Donc c'était 11 années maintenant. En janvier 2011, Denis Jérôme, co-auteur du rapport adressé à Valérie Pécresse sur le mauvais usage de la bibliométrie, mettait en avant aussi un certain nombre de choses. Et quand on fait des formations auprès des doctorants et qu'on leur expose la problématique de la bibliométrie, très souvent, ils sont abasourdis et à moitié choqués. Et à l'autre bout de l'échelle, le premier terme de l'échelle étant ces jeunes chercheurs frais et moulus qui sont déjà dans les équipes, à l'autre bout de l'échelle, vous avez les professeurs émérites qui vont exposer, avec toute l'expérience qu'ils ont et puis le fait que, à certains égards, ils n'ont plus grand-chose à perdre, tous les travers que vous avez pu aussi énoncer. Arrivera-t-il un jour, et pourra-t-on dire un jour à ces jeunes doctorants que on trouvera un remède à cette problématique? Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, sur le plan institutionnel, comme on l'a évoqué ce matin, on puisse trouver un certain nombre de remèdes? Je ne pense pas que vous me donniez en fait 1 heure de plus pour exprimer en fait l'ensemble des remèdes. Moi, j'aurais une réponse en fait presque historique, c'est-à-dire que lorsque le CNRS a été créé en 1945, à la suite de réflexions qui avaient eu lieu dans le groupe Curie, justement Langevin, Perrin, etc., avant les années 40, les valeurs qui étaient mises en avant, c'était en fait de recruter des gens ou des chercheurs qui avaient une envie de recherche et pas une envie de carrière. Voilà. Si maintenant vous mettez une pression sur des jeunes doctorants en leur disant votre carrière, elle va être réalisée avec tel ou tel critère, si on ne remet pas en cause en fait cet ensemble de critères, on ne trouvera pas vraiment de solution. Ça, c'est mon premier message. Et le deuxième message, qui rejoignait un peu ce qui a été dit ce matin, c'est que si on ne considère pas la complexité du problème, c'est-à-dire l'écosystème dans son ensemble, et qu'on dit, je suis tout à fait d'accord avec l'action 14 de l'Office, qui est de diminuer la pression, mais qu'est-ce que ça veut dire diminuer la pression si vous maintenez en fait un investissement en recherche qui permet de pouvoir recruter 5% des thésards en recherche et qu'il y a une bataille qui n'est pas une bataille en fait libre et transparente, qui est une bataille dans laquelle en fait l'ensemble des travers qu'on a définis, l'ensemble des inconduites scientifiques va aider à avoir en fait un poste à un moment donné ou pas. Donc
il y a vraiment une sorte de réflexion globale à avoir, et si on essaie d'aborder le problème point par point, je ne pense pas qu'on ait de solution. Si on essaie en fait de se mettre autour d'une table et que les financeurs, les opérateurs, en fait, l'ensemble des acteurs de cet écosystème se mettent autour d'une table, alors peut-être. Mais on sait bien pour l'instant que mettre autour d'une table l'ensemble de ces acteurs, ça relève d'une certaine utopie, quoi. Voilà. Le point de vue de Ghislaine Fignatro, donc INSERM et auparavant OST. Merci, ce n'est pas un point de vue, d'abord c'est merci. J'espère que tu vas pouvoir présenter les 2 autres chapitres dans une autre circonstance. Merci pour cette présentation. Je voulais rebondir en tant que donc, délégué à l'intégrité scientifique, qui rencontre les vraies personnes qui ont les vrais problèmes que tu décris de manière théorique. Je voudrais insister sur le sentiment d'injustice. Tu parles quelque part un peu d'injustice, et l'injustice au niveau individuel, voilà, elle est extrêmement prégnante et elle est ressentie comme venant du système, elle est ressentie comme systémique et elle est ressentie comme venant de l'incohérence entre les systèmes de valeurs des différentes dimensions. Donc on n'est pas seulement dans la synergie qu'il faut débugger, on est aussi dans le fait qu'on doit gérer des incohérences qui sont liées aux différents acteurs du système et pour lesquels eux-mêmes n'ont pas de possibilité d'agir sur les autres. Donc, le point, c'était vraiment d'abonder sur le fait que ce que tu décris se retrouve au niveau individuel et dans le quotidien des gens et correspond à réellement une dégradation du contexte et des conditions de travail et du bonheur à être chercheur qu'ils rencontrent. Voilà, c'était plus pour abonder là-dessus. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. D'autant plus, en fait, moi, la crainte, c'est que cette injustice-là et ce sentiment se transforment en véritable colère. Et je pense que ça l'est, sauf qu'il y a la soupape, en fait, pour laisser échapper cette colère, c'est de fuir la recherche. Et que donc, en fait, on est en train de tuer, d'une certaine manière, la recherche. Et mon point de vue par rapport à ça, c'est qu'une société dans laquelle il n'y a pas une réflexion, un esprit critique, comme disait Xavier Coumou ce matin, un esprit de recherche, etc., c'est une société dans laquelle la démocratie va se tarir très, très vite.